Double Monde, podcast. Ça reste une trace. Moi, je le dis, victime un jour de harcèlement scolaire, trace à vie presque. J'ai toujours, quand il s'agit de parler d'enfants, quand il s'agit des fêtes de Noël, des anniversaires, j'ai toujours une larme qui coule parce que ce sont des moments que j'ai pas forcément vécus. Alors, je les ai vécus en physique, mais mon esprit était ailleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui très vite touche une corde sensible. Je serai toujours un peu à la recherche de cette enfance que je n'ai pas forcément eue. Oui. Je me croyais normale. Je ne comprenais pas pourquoi ça posait problème aux autres que juste j'existe. Je n'entrais pas dans le cadre et subissais moqueries et rejets. J'ai tellement de souvenirs de moi seule dans la cour de récré à marcher et à attendre que le temps passe pour pouvoir retrouver ma famille. Ces quelques petites phrases qu'on entend si souvent d'enfants harcelés, ce sont celles d'adultes, devenus stars. Bilal Hassani, Clara Luciani, Inès Reg. 10, 20 ou 30 ans après, les cicatrices du harcèlement scolaire peuvent toujours être sensibles. Comme beaucoup de ces enfants harcelés, Hugo a travaillé des années avec un psychologue pour se réconcilier avec lui-même et avec l'autre. Bienvenue dans Je te crois, saison 2, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Marjorie Murphy et voilà Catherine Verdier, psychologue, psychothérapeute et autrice notamment de l'écologie scolaire aux éditions Duno. On va se connecter en visioconférence avec Catherine Verdier. Catherine Verdier, c'est une professionnelle qui est donc basée au Luxembourg, qui est spécialiste de la question finalement de l'enfance, plus spécifiquement du harcèlement scolaire. Et nous, on travaille avec l'association avec Catherine Verdier, entre autres sur le centre de formation dédié au harcèlement scolaire, mais sur tous les projets qui requièrent une expertise pointue, poussée, avancée de la question. Donc son apport va être technique dans la question de ce podcast et on va pouvoir échanger ensemble à ce sujet. Bonjour Catherine, merci d'avoir pris le temps. Je sais que c'est pas simple parce que moi je suis à Lyon, toi tu es au Luxembourg. On travaille ensemble depuis 2019. Entre ta structure Psy-Famille et ton association Asni Kids, tu es reconnue aujourd'hui comme une experte sur le sujet de la question du harcèlement scolaire. Tu as écrit plusieurs livres à ce sujet. Comment est-ce que toi tu as découvert la cause, la question du harcèlement à l'école ? C'est très simple. J'ai souvent la question, c'est est-ce que j'ai été harcelée moi-même ou est-ce que j'ai été victime, peu importe. Non, c'est simplement que parmi ma patientèle, donc parmi mes petits patients, j'avais de plus en plus de victimes en consultation et qu'un jour, j'ai eu, je crois, la victime de trop, une jeune fille de 14 ans qui avait été cyberharcelée assez sévèrement, sur une courte durée, mais assez sévèrement. Et ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, peut-être qu'il fallait se pencher un peu sur le sujet. C'est chose que j'ai faite à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, concrètement, donc tu reçois des jeunes, des familles qui en sont victimes. Comment ça se passe, cet accompagnement des familles que tu reçois et des jeunes ? Alors, l'accompagnement, au départ, il est individuel. Les parents m'expliquent en général ce qui se passe un petit peu en amont. Je les reçois seuls aussi pour voir comment est-ce qu'ils tiennent ou ils tiennent pas dans ces situations-là. Ce qu'il faut que je fasse avec eux, parce que c'est très très important, les parents, pour que l'enfant puisse tenir. Et puis ensuite, je reçois l'enfant. La première des conséquences chez un enfant victime, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi, qui est complètement abîmée, voire presque inexistante dans certains cas. Et donc, c'est la première opération, entre guillemets, thérapeutique, le premier travail thérapeutique à opérer avec les enfants. Après, je propose ce qu'on appelle des ateliers en groupe, des ateliers de confiance en soi, ou ce qu'on appelle l'atelier Stop and Go. Donc, ce sont des ateliers en groupe, et là, c'est encore un autre pas thérapeutique pour les enfants. Tu confirmes que ce sont des parcours longs, je suppose. Ça ne se règle pas en quelques séances. Ce sont effectivement des parcours qui sont assez longs. Dans le cadre de cette jeune fille, par exemple, dont je parle en 2015, il a fallu 6 mois de thérapie chaque semaine. Et encore, j'en ai vu les séquelles et des vaguelettes, entre guillemets, au cours de sa scolarité qui a suivi. Je pense que c'est jamais complètement résolu. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit effacé, tout soit gommé. C'est pas vrai. C'est arrivé à vivre avec tout ça.
avec ses doutes, avec ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu vivre. Donc c'est un parcours, je crois qu'il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui le disent. Quand j'étais jeune, j'ai été harcelée et encore aujourd'hui, j'ai du mal à trouver ma place. J'ai du mal à trouver ma place au travail, j'ai du mal à me trouver moi, j'ai du mal à trouver ma place dans mon couple, avec mes enfants, quelle légitimité j'ai, etc. Ce sont des questions qui reviennent par rapport à... C'est toujours l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur que l'on peut s'accorder. Donc finalement, si on doit tirer des leçons de ça, c'est que finalement, le harcèlement scolaire, on ne peut pas en guérir, mais on peut apprendre à se reconstruire après. On apprend à se reconstruire. Se reconstruire, ça ne veut pas dire effacer. Ouais. Ça ne veut pas dire enlever, ça ne veut pas dire gommer. Ça veut dire vivre avec. C'est ça que ça veut dire. Le mieux possible. Peut-être que c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais toi, tu le définis comment, le harcèlement scolaire ? Le harcèlement scolaire, je le définis, je garde une définition générique qui est un acte malveillant de la part d'un ou plusieurs enfants, puisqu'on a un phénomène de groupe, à l'égard d'un autre. Dans cette définition, on inclut la notion de répétition, on inclut la notion de durée, on inclut la notion d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, au départ, c'était peut-être un jeu, c'était pour s'amuser, une taquinerie, ou pour se faire mal, ou pour blesser un peu, avec des guillemets, bien sûr. Mais quand on voit que sa victime et que l'autre longe les murs, rase les murs, s'enferme aux toilettes, pleure, ne veut pas aller à l'école, ne dort pas, ne mange pas, l'intimidateur voit très bien qu'il fait du mal à sa victime, et s'il continue, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'intentionnalité. Et puis la dernière caractéristique, c'est le phénomène de groupe, puisqu'on a le tandem harceleur-harcelé et tout le groupe tout autour, le groupe de témoins qui peut aller de 3 enfants à toute une classe, voire plus. Peut-être pour les parents et les professionnels de l'éducation qui nous écoutent, est-ce que tu peux peut-être leur dire comment est-ce qu'on peut détecter, que ce soit soit en classe et plus globalement dans l'établissement scolaire ou à la maison, comment est-ce que ça se détecte le harcèlement ? Quels sont les signes qui peuvent alerter de la présence potentielle d'une situation de harcèlement ? C'est pas forcément facilement détectable. Donc, je ne jette pas la pierre non plus ni aux parents ni aux enseignants. Toutefois, quand même pour les plus grands, je vais parler des plus jeunes après, parce que les plus jeunes ont un comportement où ils tiennent moins longtemps, entre guillemets, et on voit plus vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour les plus grands, tout changement brusque d'attitude par rapport aux notes scolaires, par rapport à l'investissement scolaire, par rapport aux autres, tout changement brusque au niveau physique même, un enfant qui ne veut plus manger, qui a du mal à dormir, parce que pour les ados, on a la problématique du cyberharcèlement qui se passe souvent la nuit. Donc ces jeunes dorment très mal ou sont en hypervigilance. Et donc effectivement en classe, ils peuvent aussi avoir l'envie de dormir. Donc en fait, ce ne sont pas des gros signes forcément, ce sont des petits signes. Maintenant, c'est difficile de différencier une crise d'adolescence d'un adolescent qui vit une situation de harcèlement. Dans le sens où, est-ce que c'est une crise d'adolescence ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Donc la crise d'adolescence, si je puis me permettre, juste pour les parents, à un moment donné, on peut arriver à entrer dans la bulle de l'adolescent. Soit, je vais dire n'importe quoi, soit par le biais du shopping, soit par le biais du foot, soit par... à un moment donné, l'adolescent, il va venir vous chercher et il veut qu'on entre dans sa bulle. Et à ce moment-là, on peut avoir un peu d'échange. D'accord ? Et dans ces cas-là, on est dans une crise d'adolescence. Maintenant, dans le cas où on ne peut plus du tout entrer en contact et qu'il y a fermeture complète, on est dans autre chose. Pour les plus jeunes, je vais répondre à ta question, mais pour les plus jeunes, effectivement, les difficultés que les enfants peuvent rencontrer sont plus facilement visibles. C'est un enfant qui va être agité ou qui va pleurer assez souvent ou qui va devenir agressif éventuellement avec ses frères et sœurs. Toujours les problématiques aussi des apprentissages et des notes qui peuvent chuter. Et puis des autres qui ne l'invitent pas à leurs anniversaires, par exemple. Ça, ce sont des signes que l'enfant ne va pas manifester, mais qui sont extérieurs et qu'on peut interpréter dans ce sens-là. Toi, aujourd'hui, comment tu expliques, il n'y a pas de chiffres qui peut-être qualifient spécifiquement une hausse en France ou ailleurs, mais peut-être que c'est le cas, mais c'est sûrement d'ailleurs le cas. Comment tu expliques que le harcèlement, il se développe autant ? Il y a bien sûr les réseaux sociaux, mais comment tu expliques cette hausse du harcèlement scolaire ?
Il y a effectivement cette notion de cyberharcèlement qui vient complètement amplifier, démultiplier les conséquences d'un harcèlement entre guillemets en face à face. Maintenant, il est sûr que ce qui manque, quelles que soient les causes quelque part, on s'en fiche à la rigueur, mais on manque d'information, on manque de formation, on manque de sensibilisation. C'est sûr que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, qui devient vraiment un vrai fléau, que les parents, appréhendent. Ils cherchent la meilleure école, etc., etc. Ce qui manque, c'est l'encadrement. Un encadrement, une formation pour que tous ceux qui encadrent et qui accompagnent les enfants durant leur croissance, donc c'est peut-être à l'école puisqu'on parle de harcèlement scolaire, mais moi je parle plus de harcèlement entre enfants, c'est-à-dire ça se retrouve au centre de sport, dans les vestiaires du foot, ça se retrouve dans les foyers, au conservatoire, peu importe, ça se retrouve un peu partout. Et donc tous ceux qui encadrent les enfants manquent de formation et manque d'information à ce sujet parce que les enfants doivent être encadrés. On doit les accompagner. Ils ne naissent pas avec les codes relationnels et sociaux tout faits. Il faut les accompagner. On est là pour les accompagner. On est là pour les encadrer. Je crois que ce qui nous manque, c'est l'idée que les enfants ne vont pas se construire tout seuls. On parle souvent de souffrance scolaire, surtout en ce moment. On en parle dans la presse, on en parle au rectorat, on en parle jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais toujours pour trouver des solutions extérieures à l'enfant qui souffre. On n'a pas foi dans les capacités des enfants vulnérables à se déplier pour enrayer les cercles vicieux dont ils sont les victimes. Je voulais avoir ton avis, Catherine, sur un point. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, quand un enfant, témoin ou victime, on le sait, malheureusement les enfants harceleurs n'ont pas beaucoup l'occasion de se confier, mais en tout cas, les enfants victimes ou témoins, quand ils se confient à un adulte, quel qu'il soit, il y a un peu ce doute, il y a un peu cette remise en question de la parole de l'enfant, de dire d'abord peut-être que tu exagères, peut-être que c'est pas forcément vrai ce que tu as dit, peut-être que de ton point de vue tu as ressenti ça comme ça, mais c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé. Bref, on a l'impression que l'enfant doit doublement lutter pour se faire entendre, doit presque finalement se hisser à la hauteur d'adulte dans ses justifications, dans ses explications pour être entendu. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela ? Beaucoup d'adultes ne sont pas formés et ne souhaitent pas forcément être formés au harcèlement. C'est parfois aussi très difficile pour les adultes de voir ce qui se passe et, comme dit le proverbe, « je ne crois que ce que je vois ». Donc c'est parfois effectivement difficile de se faire entendre, de faire comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est aussi parfois compliqué de pouvoir aussi s'affirmer dans ces conditions-là, parce que quand on ne nous croit pas, on doute. Donc c'est évidemment difficile de poursuivre et de continuer à parler, parce que quand on reçoit un non ou un « c'est pas grave, ça va passer », forcément, en tant que victime, on a du mal à poursuivre dans cette voie-là. Alors tu le sais, Catherine, donc moi j'ai été victime de harcèlement pendant près de 12 ans, jusqu'à la fin de ma scolarité. Et la question que beaucoup se posent, et que moi-même j'ai pu me poser, c'est comment est-ce que, malgré les changements d'établissement, comment est-ce que ça se fait finalement que j'ai eu à porter pendant près de 12 ans ce fléau de façon continue, sans qu'aucun adulte n'intervienne, sans qu'il n'y ait aucune suspension, sans qu'il n'y ait aucun arrêt de ce harcèlement. Là encore, la réponse, c'est quand même un manque d'information, un manque de formation de la part de ceux qui encadrent les enfants. C'est également parce que parfois c'est difficile de voir les choses. Tout est fait pour que la victime reste dans le silence et se mure dans le silence. On a des phénomènes comme ça qui peuvent s'installer et perdurer pendant des semaines, des mois, des années. C'est vraiment rare maintenant sur la même personne, mais ça existe encore. Malheureusement, ça existe encore. Et il ne faut pas hésiter à lever la voix, à lever le poing et à dire voilà, je suis là, j'existe, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut surtout ne jamais se taire et ne jamais rien lâcher. Sur finalement la question du harceleur, de l'intimidateur,
Est-ce que tu es d'accord que sur le principe, dans la plupart des cas, ce sont eux aussi des jeunes en souffrance qui finalement ont du mal à exprimer leur souffrance et préfèrent violenter finalement d'autres jeunes? Il y a plusieurs types Déjà, il y a plusieurs types de situations de harcèlement. Et puis, il y a plusieurs types d'intimidateurs. Alors, il peut y avoir ceux qui ont subi ou qui subissent de la violence chez eux. On parlait de la fratrie, le petit qui est harcelé par le plus grand ou rabaissé par le plus grand, ou à l'inverse, le petit qui harcèle le plus grand. Donc, là, du harcèlement dans la fratrie, ça, on en parle très, très peu. Et puis, ce peut être aussi un enfant qui se trouve... un enfant qui a... J'aime pas mettre des étiquettes, pardon, sur les enfants, mais un enfant qui a un ego très fort, ou alors qui peut être très tyrannique chez lui, et donc forcément, il continue à l'école de la même façon qu'à la maison. Et puis, quand je parle de situation de harcèlement, il y a des situations où les enfants, ils sont pris tout à coup, ils se trouvent pris dans un jeu dans lequel ils ne voulaient pas aller. Alors, c'est plutôt comment faire pour qu'ils arrêtent, hein, ou pourquoi ils n'arrêtent pas. La question est plutôt là. Souvent parce qu'il y a un phénomène de groupe, et puis tout ce groupe, effectivement, qui lui-même devient harceleur. Chaque membre du groupe peut devenir harceleur sans le vouloir. Et du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que finalement, on est d'accord qu'il n'y a pas de profil type aussi bien d'élèves harcelés que d'élèves intimidateurs. Il n'y a pas de... Tout à fait, non, tout à fait raison. Il n'y a pas de profil type, il y a des profils à risque, mais pas de profil type. Profil par rapport aux victimes, c'est la même chose. De toute façon, tout et n'importe quoi est sujet à moquerie ou à harcèlement ou à rabaissement parce qu'on est jaloux, parce que. Donc non, il n'y a pas de... Il y a des enfants qui sont plus à risque au niveau des victimes, sont tous les enfants qui sont handicapés, tous les enfants qui ont des difficultés scolaires, tous les dyslexiques, dyscalculiques, etc. Mais c'est pas pour ça non plus c'est pas une raison non plus pour les harceler, c'est pas pour ça qu'ils seront harcelés. Donc, mais disons qu'il y a des enfants aussi qui sont en situation de deuil, ça très très souvent, où les parents sont en divorce ou une situation de deuil. On a parlé tout à l'heure du cyberharcèlement. Déjà, on est d'accord que dans maintenant la quasi-totalité des situations de harcèlement, le cyberharcèlement est présent, sauf si tu... Je me permets quand même de dire, parce que tu parles de la majorité des cas de harcèlement, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de la 4e consultation de l'UNICEF qui évoque un enfant sur 2 dès l'âge de 6-7 ans. Donc il y en aurait plus à l'école primaire qu'au collège. Au collège, au niveau du collège, c'est 1 sur 3, au niveau du lycée, c'est 1 sur 4. Enfants victimes ou harcelés. Donc, en fait, la norme, c'est d'être victime, quoi. Donc, voilà, je m'insurge un tout petit peu. Je comprends, mais donc 2 choses. Le cyberharcèlement, finalement, donc on voit bien qu'il amplifie le phénomène, mais on est d'accord qu'il ne faut pas le dissocier du phénomène de harcèlement entre enfants. S'il y a cyberharcèlement, c'est qu'il y a une situation qui s'est initiée, créée dans l'établissement scolaire. Ou inversement, c'est ça la problématique. Soit, effectivement, on part d'une situation dans l'établissement scolaire et on aboutit à du cyberharcèlement. Mais maintenant, à l'inverse, les situations de cyberharcèlement peuvent démarrer et se poursuivre dans la cour de récréation ou dans les locaux du lycée. Très bien. Alors, ce que je te propose pour terminer cet échange qui était vraiment très intéressant, peut-être en quelques mots, est-ce que tu aurais un conseil d'abord à adresser aux enfants qui vont nous écouter ? Et puis peut-être pour les encadrants, c'est-à-dire que ce soit, comme tu le disais, aussi bien les parents que les équipes pédagogiques ou tous ceux qui sont en contact avec les enfants, est-ce que tu aurais un conseil, un mot à leur dire ? Pour les enfants, le mot, c'est toujours de dire qu'il ne faut pas rester seul, il ne faut absolument pas rester seul. Il faut savoir que le but du harceleur ou de l'intimidateur, c'est d'isoler sa victime, d'isoler sa proie, et puis ensuite de s'attaquer à sa proie qui va se sentir complètement seule et qui va se sentir complètement impuissante. Mais il y a toujours, forcément autour de soi, il y a toujours une personne à qui on peut parler. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être une grand-mère, ça peut être ses parents, ça peut être un médecin à l'occasion d'une visite médicale. À l'école aussi, bien sûr, hein, les professeurs ou la psychologue de l'école ou l'infirmière, peu importe. Il y a toujours quelqu'un à qui on peut s'adresser.
Pour les parents, les encadrants, moi, franchement, le conseil principal, c'est déjà de rester calme. Et puis, pour ceux qui sont vraiment au contact tous les jours, tout le temps des enfants, il faut se former, quoi. Il faut se sensibiliser, il faut se former, il faut s'informer et ne pas rester non plus tout seul avec cette problématique-là. Le harcèlement, c'est un échec de la part de nous tous, de nous adultes, et que c'est peut-être tous ensemble qu'il faut arriver à réfléchir là-dessus, arriver à se concerter, je répète, à se former, s'informer, sensibiliser, et à changer d'état d'esprit. Vraiment, à changer d'état d'esprit et se dire que c'est pas normal et qu'on peut pas continuer comme ça, quoi. On peut pas. La norme, c'est d'être harcelé, vous vous rendez compte ? C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible. C'est pour les générations actuelles, bien évidemment, mais pour les générations futures. Que va donner un intimidateur à qui on ne dira jamais de s'arrêter pendant des mois ou des années ? Ils deviennent quoi comme adultes, ces enfants-là ? Donc c'est autant pour la génération d'aujourd'hui que pour la génération future, bien évidemment. Vous écoutiez Je te crois, saison 2, le harcèlement scolaire. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Montage, Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Dana Negulescu pour le graphisme. Et surtout, un grand merci à nos témoins, Solal et Hugo, pour leur courage et leur combat.